La RDC est un vaste pays et beaucoup cèdent à la légèreté de l'éloignement du théâtre des opérations car après tout, ne vivons-nous pas heureux à Kinshasa? Voilà pourquoi il est essentiel pour la survie de ces pays que l'élite prenne la mesure des choses et réveille le peuple. C'est un tweet de Germain Kambinga. Il est l'ancien ministre de la République démocratique du Congo et président également du regroupement politique Le Centre. C'est lui notre invité avec qui nous allons parler de l'insécurité qui sévit dans la partie Est, mais également la tenue des élections en 2023. Germain Kambinga, bonjour et bienvenue. Bonjour. Le Centre, comment il se porte? Comme tous les groupes politiques, dans un élan patriotique, nous sommes engagés à informer, à réveiller l'ensemble de l'élite congolaise, parce que la vraie problématique aujourd'hui, elle n'est pas de politique politicienne, elle est patriotique. Notre pays est attaqué et le devoir de tous les groupes politiques, c'est de tout mettre de côté pour se concentrer sur cette seule question, en termes de contribution, de proposition, mais aussi d'engagement. Nous allons commencer cette émission avec votre tweet. Pourquoi avoir tweeté de la sorte? Quel a été le prétexte qui a précédé ces tweets? C'est un constat que nous avons d'ailleurs énoncé ici avec vous il y a quelques mois. C'est ce constat, je parle là de ce constat d'une irresponsabilité généralisée de l'élite politique congolaise et même de la société congolaise. La question de la sécurité à l'est de notre pays est une question qui aujourd'hui dure depuis plus de 20 ans. Pourquoi est-ce que nous n'avons toujours pas réussi à régler cette question? C'est très simple, les Congolais, parce qu'ils ont ce pays immense et vaste, parce que beaucoup parmi nous, vous, moi, n'iront peut-être jamais à Kiwanja, ne feront peut-être jamais le tour dans le Rutshuru ou à Bunagana. Nous pensons que le Congo peut vivre tranquillement tant que cette question ne sera pas réglée. Nous avons donc, à l'inverse de la responsabilité qui devait être à la nôtre en tant que nation, mis cette question essentielle à la périphérie de nos problématiques. Ce qui nous intéresse depuis toujours, c'est le folklore électoral, c'est le combat de positionnement, devenir calife à la place du calife, c'est qui est le prochain patron, qui est le prochain député, qui est le prochain chef. Voilà ce qui intéresse les Congolais, c'est qui est le meilleur. Pendant ce temps, nos frères, nos sœurs souffrent depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, les pays voisins, dans le cadre de l'application d'un projet macabre de balkanisation de la RDC, travaillent par essai et erreur. Et un jour, peut-être, ils y arriveront, si cette société congolaise ne se responsabilise pas et ne se réveille pas. D'où la raison qui nous a poussé à faire ce tweet, pour rappeler les uns et les autres, comme nous le faisons depuis plus d'un an, à leur responsabilité première en tant que fils de ce pays, c'est tout arrêter aujourd'hui pour régler définitivement la question de l'Est de notre pays. Il est inadmissible que des nations lilliputiennes, stipendiées par une communauté internationale, osons le dire, plus la peine de faire la langue de bois. Il y a une communauté internationale malveillante derrière le Rwanda, qui lui-même est derrière les M23. L'objectif, c'est déstabiliser le Congo, rendre un gouverneur de la République démocratique du Congo et mettre en application un plan vieux de plus de 20 ans, qui est le plan de balkanisation de la RDC, avoir accès aux ressources, le Congo devenant un espèce de comptoir, divisé en plusieurs petits comptoirs d'exportation des matières premières qui rencontrent les problématiques humanitaires du moment, la révolution énergétique, la révolution numérique et la future guerre de l'eau. Voilà le problème de l'Est du Congo. Si les Congolais ne prennent pas la pleine mesure de la situation, nous allons perdre ce pays. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de croire que ce don de Dieu est immuable. Non, des nations ont été découpées. Nous ne sommes le Congo que depuis la conférence de Berlin. Donc les frontières dont nous avons hérité sont devenues notre héritage. Les générations qui nous ont précédés ont su garder cet héritage intact. Devrions-nous être la génération qui échouera à donner ce même Congo aux générations à venir dans l'état dans lequel nos devanciers, nos parents, nos grands-parents nous l'ont légué? Moi je dis non, je ne veux pas être complice de cela. Donc le rôle qui est le mien, le rôle qui est celui du centre, c'est celui d'être un lanceur d'alerte, un objecteur de conscience, dire aux Congolais, arrêtez un moment avec l'orgueil de ceux qui sont au pouvoir,
arrêter un moment avec l'aigreur de ceux qui sont dans l'opposition et pensons nation. Pensons nation, vous dites, nous aurions souhaité avoir votre argumentaire tout de même concernant cette batterie de décisions prises lors du Conseil supérieur de la défense tenu le week-end dernier par le président Tshisekedi. Il a été décidé, je cite, l'expulsion de Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais accrédité en RDC, mais également la restriction pour l'accès au sol congolais à l'encontre des Rwandais. Toutes ces mesures sont en fait à la périphérie de la réelle problématique. Ce sont des mesures qui sont de l'ordre de la symbolique. On ne peut pas faire l'impasse. Nous l'avons d'ailleurs nous-mêmes proposé il y a plusieurs mois. Et ça aurait été une manière, avant de nous adresser aux Nations Unies au mois de septembre, de démontrer l'engagement de la République démocratique du Congo à dénoncer, mais surtout à agir pour que jamais une partie de son territoire ne puisse être à la merci d'une quelconque autre nation. Maintenant, ce qui est essentiel et ce qui doit en réalité réellement être fait, c'est quoi? C'est préparer des moyens militaire, diplomatique et de communication à la hauteur de la problématique. Militaire parce que le rapport de force ne peut pas être un rapport de force symbolique. Il doit être un rapport de force réel. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². Ce sont des richesses immenses. C'est aujourd'hui un budget d'un peu plus de 14,6 milliards. C'est une armée dans le top 10 des armées africaines. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des constats faits par des sources indépendantes. Ça veut dire que le Congo doit, sur le terrain, matérialiser ce rapport de force militaire. Pour cela, il faut du recrutement, il faut du matériel, il faut une opérationnalisation de nos mécanismes de défense pour ne plus assister à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais il faut également le renseignement militaire, le renseignement d'une manière générale qui doit monter d'un cran pour atteindre nos niveaux critiques de surveillance stratégique qui nous garantirait la stricte symétrie entre les objectifs et les moyens que nous mettons et les résultats que nous escomptons. Mais il faut une diplomatie, mais pas une diplomatie des caméras. La diplomatie, la vraie, dans ce type de circonstances, c'est la diplomatie secrète, basée sur la mise en lien stratégique des intérêts de notre pays avec ceux qui aujourd'hui préfèrent passer de manière frauduleuse par le Rwanda pour avoir accès à nos ressources. L'idée, c'est très simple. Nous avons toutes les ressources dont l'humanité a besoin pour la révolution énergétique, pour la révolution numérique et la guerre de l'eau. C'est un patrimoine congolais, mais c'est une nécessité pour l'humanité, comme le pétrole en Arabie Saoudite. Le Congo, nous avons l'habitude de le dire, c'est l'Arabie Saoudite de demain. Maintenant, comment est-ce que ces ressources immenses deviennent un outil géopolitique et géoéconomique qui nous permettent d'avoir un ascendant diplomatique vis-à-vis de nos voisins? Il faut des diplomates aguerris sur ces questions-là pour que des intérêts mutuellement gagnants soient directement créés entre la République démocratique du Congo, détentrice par son sol et son sous-sol de ses richesses, et toutes ces nations qui ont les moyens et la technologie, et qui ont surtout des impératifs sécuritaires en termes prospectifs. L'indépendance énergétique est un enjeu géoéconomique et géopolitique prioritaire et précédent au niveau des grandes puissances. Le pétrole, ils sont contraints de l'abandonner par la force des sociétés civiles qui sont les leurs, parce qu'il y a une transition énergétique et de nouvelles lois qui vont se mettre en place, donc ils doivent migrer vers des ressources qui, elles, sont présentes en République démocratique du Congo. Maintenant, est-ce qu'ils continuent à travailler dans l'obscurité par des réseaux mafieux entretenus par nos voisins et des groupes armés sur la mort, le sang des Congolais, ou est-ce qu'on trouve un mécanisme pour traiter directement? C'est ça la diplomatie économique, c'est ça la vraie diplomatie qui réjaillira demain sur la diplomatie des caméras et qui fera que lorsque le Congo a besoin d'un vote, ils ont intérêt à nous soutenir. Il ne s'agit pas ici, si vous voulez, il faut bien le comprendre en termes de diplomatie, d'un jeu d'intérêt
moraux, ce ne sont pas des intérêts moraux. Les intérêts sont matériels, concrets. C'est le rapport de force sur la base des intérêts. Ces pays ne sont pas les amis du Congo, ces pays ne sont pas les amis du Rwanda, et ne le seront jamais. Il n'y a aucune pitié, ce n'est pas le domaine des bons sentiments, c'est le domaine des intérêts. Qu'est-ce que monsieur le président du Rwanda offre à toutes ces officines internationales que le Congo ne peut pas offrir dans un jeu d'alliances stratégiques mutuellement gagnants? C'est une question d'approche diplomatique et voilà la diplomatie dont nous parlons, qui doit être accompagnée par une communication forte, communication de guerre, parce que il n'y a pas de guerre sans une communication structurée. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine a une communication solide, la Russie là, parce que c'est ça qui dirige les opinions, parce que c'est ça qui structure et qui galvanise les populations et qui entraîne un État à créer une cause autour de son combat. Aujourd'hui, l'identification de la cause n'est peut-être pas aussi claire que nous pouvons le percevoir en tant qu'élite pour le soldat lambda qui est sur le front, qui est sur le terrain et qui a une image catastrophique à travers les réseaux sociaux de l'état d'esprit général du Congo. Cette communication-là doit être améliorée pour structurer une vraie cause qui galvanise les troupes et qui leur donne des raisons supplémentaires de donner leur vie pour le maintien de l'intégrité territoriale. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré, je cite, que le président Tshisekedi va s'adresser à la nation SOP. Peut-on s'attendre à une déclaration de... Quel type de déclaration peut-on s'attendre? Quelques pistes qui rejoignent les préoccupations du regroupement politique Le Centre, contenues dans notre plan de salut national. Nous, ce que nous espérons dans un premier temps, c'est que le président de la République tendra la main à toute la nation, à tous les corps sociaux qui composent la nation, pour créer le rassemblement, pour sortir du climat de défiance et de haine mutuelle qui divise le corps social congolais. Je l'ai déjà dit précédemment, une nation en guerre avec un corps social divisé ne peut pas gagner. Celui qui peut être le moteur de la réconciliation nationale, de la cohésion nationale, c'est le chef de l'État. C'est son serment constitutionnel. C'est à lui de tendre la main. Et je suis heureux de constater que certaines figures de proue de l'opposition radicale semblent tout à fait disposées à rejoindre une dynamique d'ensemble. À leur façon, mais il y a espoir. Nous avons suivi les dernières interventions de M. Fayoulou, nous avons suivi les dernières interventions de M. Mouzitou, qui sont les personnalités qui incarnent plus ou moins cette aile radicale de l'opposition aujourd'hui, et nous voyons que, de par les déclarations qu'ils font, il y a une espèce de dépassement personnel face à l'intérêt supérieur de la nation, menacé par ces groupes armés stipendiés par le Rwanda. Donc le président de la République, dans son discours, doit, comme il l'a fait il y a 2 ans, quand il s'est agi de sauver son pouvoir, qui était constitutionnellement menacé par une coalition qui lui semblait être handicapante pour l'exercice souverain de son mandat de président, le même type d'appel mobilisateur doit être fait aujourd'hui auprès de tous ceux qui ne sont pas dans l'union sacrée. Parce que, je l'ai dit, il faut sortir de l'orgueil et du confort. Il faut sortir aussi de l'autre côté, du point de vue de l'opposition, de l'aigreur et penser nation. Le président de la République doit tendre la main. C'est le moment, c'est son devoir. Joseph Kabila l'a fait en 2013, lorsque Goma est tombé. Il a tendu la main, les Congolais se sont du mieux qu'ils ont pu, ont du mieux qu'ils ont pu rassembler leurs forces, et nous avons bouté en 2013 le M23, et ils sont restés inactifs pendant 10 ans. Aujourd'hui encore, face à la situation qui s'empire, le président de la République doit tendre la main. Joseph Kabila, Fayoulou, Mouzitou et tous les autres, même Moïse Katumbi, il doit tendre la main. La seule variable constante, c'est la présidence de la République qui l'a déjà. Le reste, ce sont des variables d'ajustement qu'il doit utiliser pour renforcer la cohésion nationale. Ensuite, le chef de l'État doit mobiliser le peuple, galvaniser les troupes. Il doit nous rassurer dans son discours que tous les moyens seront mis en œuvre pour que la question
de la sécurité de l'Est de notre pays soit la priorité des priorités. Il doit nous rappeler courageusement, parce que c'est lui le président de la République, qu'en tant que nation, face au péril qui menace notre existence en tant que République démocratique du Congo, qu'il prenne l'engagement d'entraîner la République vers une mobilisation totale. La seule priorité aujourd'hui ne peut être que la victoire face aux ennemis. Et c'est son rôle, voilà ce que doit dire son discours. Rassemblement, mobilisation pour une victoire définitive et remise de la RDC au diapason du rôle qui doit être le sien. Ça veut dire la locomotive de l'Afrique centrale et une des locomotives de l'Afrique. Le président de la République doit dire quoi encore? Il doit dire aux Congolais et nous rappeler qu'il n'y a pas de République démocratique du Congo sans Bunagana, sans Kiwanja, sans Rumangabo, sans le Rutshuru d'une manière générale. Il n'y a pas de République démocratique du Congo sans Béni pacifié, sans Lituri pacifié. Il n'y a pas de République démocratique du Congo tant qu'une partie du territoire est menacée. Et que chaque Congolais, dans sa conscience patriotique et citoyenne, doit intégrer cela. Parce que aujourd'hui, si le président de la République, on ne le lui dit pas, il n'y a aucun... Même si on ne le lui dit pas, nous allons le lui dire. Là, aujourd'hui et tout de suite, vous ne pouvez pas gagner une élection en République démocratique du Congo si Bunagana, Kiwanja et tous les territoires aujourd'hui occupés ne sont pas repris. Parce que lorsque vous avez prêté serment en 2019, ce pays était entier. Vous ne pouvez pas développer ce pays, mettre en place un programme de développement dans ce pays, si la partie est de notre pays est handicapée par des groupes rebelles qui infiltrent à partir de l'Est le corps social et qui enveniment la cohésion nationale jusqu'à Kinshasa. Voilà pourquoi la mission, la seule, qui doit être celle du président de la République pour les mois à venir, c'est la cohésion nationale et la mise en commun des efforts de tous les Congolais pour récupérer ce que les ennemis du Congo voudraient arracher au Congo. Cette situation dure depuis plus de 20 ans. L'histoire a voulu que ce soit, au moment de son magistère, que nous soyons dans cette situation qui nous oblige, une fois encore, à trouver une solution définitive. Parce qu'il est l'incarnation de l'alternance. Il est l'incarnation du changement espéré. Donc les espoirs placés sur son magistère sont autrement plus importants que ceux qui étaient placés sur son prédécesseur. Donc, pour être à la hauteur de cette mission, le chef de l'État doit, dans son discours, se mettre comme le commandant suprême devant et qui nous demande à tous de nous lever comme un seul homme, une nation rassemblée, pour dire non, nous ne laisserons pas partir un seul centimètre de ce pays, non, nous ne ferons plus rien d'autre jusqu'à ce que nous allons régler ce problème. À part cet aspect, l'aspect de déclarer la guerre ne sera pas mise en lumière dans son discours? Est-ce que la guerre, il faut la déclarer? Faisons la différence entre le folklore que certains réclament. Les Congolais aiment bien le folklore. Mais ici, la question, elle est sérieuse. Il ne s'agit pas de déclarer. Il s'agit de s'organiser militairement, je l'ai dit précédemment, avec des moyens, des mécanismes de vérification et de contre-vérification pour bouter l'ennemi dehors, mais cette fois-ci, aller jusqu'à démontrer à nos voisins que ce projet qu'ils entretiennent depuis plus de 20 ans n'aboutira jamais. Voilà ce qui est important. Lorsqu'ils ont décidé de nous attaquer, ont-ils déclaré la guerre? Non. Vous voyez,
Donc il faut sortir parfois de ces dimensions folkloriques et symboliques et s'arrêter sur ce qui est essentiel. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est des moyens financiers mis au service de l'objectif militaire. C'est une diplomatie qui nous permet d'avoir accès à un accompagnement sûr d'une communauté internationale qui jusqu'aujourd'hui semble être assez timorée sur cette évidence qu'est l'agression de la République démocratique du Congo par ses voisins. Dans votre allocution, vous avez cité nommément certains opposants qui se sont exprimés sur la question, qui semblent être, à votre avis, disponibles à s'écouder avec les chefs de l'État afin de juguler la question de l'insécurité qui mine la partie est de la RDC. Mais on n'a pas senti le président honoraire Kabila faire une déclaration allant dans le sens de soutenir les institutions ou se dire disponible et d'apporter son expertise à son prédécesseur. En règle générale, le président Kabila n'est pas un homme très... Son successeur, allais-je dire, oui. N'est pas un homme très volubile, très disert. Ce qui serait important, c'est d'abord qu'un appel lui soit fait. Vous connaissez la condition particulière qui est la sienne, celle qui est celle d'un ancien président de la République. Et vous savez qu'il y a 2 ans, il y a eu quand même une situation assez complexe qui a distancé les relations certainement entre le président de la République en fonction et son prédécesseur. Donc dans une telle circonstance, certainement pour éviter toute interprétation fâcheuse ou malencontreuse de ces dires, il serait d'abord important que toute réaction de sa part soit précédée par une ouverture de celui qui a le mandat constitutionnel de rassembler. C'est le président de la République qui doit tendre la main à son prédécesseur pour lui dire je suis disposé à t'écouter. Parce qu'il ne faut pas créer, et je pense que c'est ça l'état d'esprit du président Kabila, un climat de concurrence. Sa parole est une parole lourde. S'il s'exprime, donne des orientations et des stratégies sans qu'il y ait eu une concertation ou un appel préalable du chef de l'État, cela pourrait être interprété comme une volonté de sa part de critiquer ou de dire qu'il peut mieux faire, alors que lui, je pense, il n'est pas du tout dans cette posture. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, le centre l'a d'ailleurs répété depuis plusieurs mois, le président de la République devrait, dans cette circonstance particulière, quand je parle de la mobilisation générale et qu'il doit intégrer dans son discours, c'est aussi cette idée que nous avons émise dans le cadre du plan de salut national du centre que nous avons présenté il y a 2 mois, c'est ce desk stratégique composé des anciens, ceux qui ont une expérience de la question militaire en RDC, des anciens généraux à la retraite, même ça se fait, même aux États-Unis, il n'y a rien de nouveau. Il y a une expertise particulière du général Olenga qui a dirigé les combats lors de la défaite. Si vous voulez, du M23, il était chef d'état-major général des forces terrestres en 2013. Le général Etumba. Et ils sont nombreux comme ça, même aller jusqu'au général Baramoto, aujourd'hui sénateur. Ils connaissent le Congo, ils ont une expérience. Sans être dans l'opérationnalisation, la mobilisation, c'est aussi consulter toutes ces personnes et qui, au-dessus de toutes ces personnes, est mieux outillé que le président Kabila qui a géré cette situation de guerre 18 ans durant. C'est un ancien président de la République, c'est un patriote, c'est un nationaliste. Je pense qu'il faut l'éprouver. Je pense que la main du président de la République doit lui être tendue et les Congolais seront témoins. S'il ne répond pas positivement à cet appel public, on jugera. Mais je reste convaincu, patriote, il ne peut pas être pour que le Congo soit battu par le Rwanda et que le Congo soit balkanisé. C'est le combat qui a été le sien pendant 18 ans. Jusqu'à ce qu'il parte, il a été dans ce combat-là. Et donc, qu'il soit président ou pas, il reste fils de ce pays et je pense qu'on pourrait lui faire l'honneur de lui tendre particulièrement la main. Ce ne serait pas un acte inutile ou superfétatoire.
Certains généraux seraient cités dans cette affaire du M23 qui sont inclus et soutiennent le M23 pour ne pas citer John Nombi. N'est-ce pas une trahison à la patrie qui a été dénoncée par Laurent Désiré Kabila? Nous, dans le plan de salut national du centre, nous avons proposé donc 1 milliard de dollars annuels mis sur la problématique sécuritaire. Dans ces 1 milliard, il y a un volet consacré à ce que nous appelons le renseignement militaire et le contre-espionnage. Toutes les armées du monde sont infiltrées. L'armée la plus infiltrée du monde, c'est certainement l'armée américaine, sachez-le. Mais comment on règle ces questions-là? C'est par le contre-espionnage. Il n'y a pas d'armée qui ne soit pas infiltrée. L'armée russe est infiltrée. L'armée américaine l'est, l'armée française, chinoise. Toutes les armées souffrent de ce mal, comme toutes les nations souffrent de la corruption. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le constat, c'est qu'est-ce que nous faisons pour que des solutions ou des correctifs soient apportés. C'est le contre-espionnage. On doit monter en gamme dans le cadre de l'organisation de nos services de renseignement, qui doivent être formés, outillés et équipés. Nous avons proposé à cet égard, dans le plan de salut national, ce que nous appelons les états généraux des services de sécurité. Donc, la solution, elle est là. Qu'il y ait un général ou un autre qui serait allié visible ou invisible de l'ennemi, ça existe dans toutes les armées. Il faut les détecter, et pour les détecter et les neutraliser, c'est le contre-espionnage. Alors, très bien. La MONUSCO a alerté ses troupes et a déclaré son soutien indéfectible aux forces loyalistes à l'égard des forces d'occupation. Peut-on dire ici que les troupes onusiennes reviennent au bon sentiment? Mais je pense que la MONUSCO a toujours été dans son rôle. Il faut suivre son mandat et savoir exactement quelle est la limite de ce qu'il peut faire ou pas. Mais en tout état de cause, la question de l'intégrité du territoire est une question régalienne. C'est la question régalienne par excellence. C'est d'abord la responsabilité des dirigeants congolais. Ensuite, c'est une question de souveraineté. C'est alors la responsabilité du peuple congolais, détenteur de la souveraineté nationale. C'est à nous d'être à la hauteur de la problématique. Ce n'est pas à la MONUSCO de sécuriser le Congo, c'est au Congo de sécuriser le Congo. Soit nous sommes à la hauteur de notre pays, soit nous ne le sommes pas. Moi, je pense que nous sommes à la hauteur de notre pays. Ce n'est pas non plus à l'EEAC ou aux pays voisins. D'abord, il faut savoir, s'agissant de cette question-là, qu'à chaque fois qu'on fait venir des troupes étrangères dans notre pays, nous, on n'a pas de troupes dans leur pays. Et ces pays sont des pays identifiés comme en contradiction d'intérêts géoéconomiques avec notre pays. On dirait, ils jalousent notre pays. Donc, lorsqu'on leur offre la possibilité d'être sur notre territoire, d'étudier le terrain, sans que nous n'ayons la contrepartie, la même expertise sur leur territoire à eux, on leur offre un avantage stratégique. C'est pour ça que dès le départ, le centre a été opposé à tous ces accords, dont nous exigeons également l'annulation parce qu'ils n'apporteront rien. Alors, le centre est contre la force régionale. Absolument, parce que composé des forces qui ont manifestement démontré par leurs dirigeants leur volonté d'inféodation de l'indépendance du Congo. Et lorsqu'on leur donne la possibilité d'étudier la géographie congolaise, d'étudier le terrain, ils prennent un avantage stratégique qui fait que lorsque nos troupes essayent de les combattre, ils jouent à armes égales. Et parfois, ils connaissent mieux le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter avec ça et se concentrer sur ce que nous sommes, ce que nous pouvons en tant que Congolais, et sur la mission régalienne qui est celle des dirigeants et patriotique qui est celle du peuple. Mais généralement, les États sont appelés aussi à coopérer. Sur le plan militaire, que sais-je encore? Nous ne sommes pas contre la coopération, mais les coopérations, il faut bien comprendre, c'est quoi une coopération? Une coopération, c'est un commerce équilibré, avec des intérêts mutuellement gagnants. Et dans le cas d'espèce, nous avons un partenaire sur qui pèse ce qu'on pourrait appeler un risque contractuel d'aléa moral. Il y a un aléa moral, il y a une asymétrie d'information. Nous jouons franc jeu, eux, ils ne jouent pas franc jeu. La preuve, le président de la République avait opté pour une diplomatie de collaboration dès le départ.
Mais comme il y avait cet aléa moral, le risque contractuel s'est avéré être réel. Ils n'étaient pas corrects, ils ont profité de ces accords pour stipendier des groupes armés et pourrir la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Donc la leçon que nous devons tirer, c'est qu'en lieu et place de tous ces accords avec des pays voisins, privilégions le renforcement de nos capacités intérieures. Et si nous devons signer des accords, alors il faut le faire avec des pays qui, de mon point de vue, n'ont pas de frontières avec la République démocratique du Congo et n'ont pas d'intérêt géopolitique, géoéconomique contradictoire direct et avec qui on peut établir des actes de partenariat mutuellement gagnants. La question de la Russie est une question qui soulève d'autres problématiques. Le président Poutine est disponible à nous soutenir. Ce sont des questions qui soulèvent d'autres problématiques autrement plus complexes et qui doivent être minutieusement étudiées pour ne pas croire qu'on sort d'un problème pour aller en créer un autre. Comprenons-nous bien. Quelle est la position géopolitique et géoéconomique du Congo aujourd'hui, en ce moment précis? Il y a une transition énergétique irréversible au niveau de l'Occident. Il y a une révolution numérique. Le monde nouveau est en train de se construire. On va vers une nouvelle approche civilisationnelle qui est celle de la transhumanité. C'est le monde de demain. Elon Musk, Google, Amazon, Jeff Bezos, ils sont déjà là-dedans. Les Occidentaux, en général, ont 30-40 ans d'avance. La conquête de l'espace, l'homme robotisé, c'est la transhumanité, c'est la révolution de demain. Mais les ressources pour tout cela se trouvent où? C'est en République démocratique du Congo. Heureusement ou malheureusement pour nous. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit heureusement pour nous? Voilà la question. C'est d'abord de se rendre compte des enjeux. Dès qu'on a compris les enjeux, on comprend la subtilité des accords que nous avons à signer. Si nous signons avec la Russie et la Chine prioritairement, nous devons être prêts à être le théâtre d'une guerre pour l'indépendance économique et énergétique de l'Occident, qui, comme pour l'Arabie Saoudite, n'acceptera jamais. Mais l'Occident, qu'est-ce qu'il apporte? Allez-y, dans ce qui se passe à l'Est, allez-y. Ça veut dire qu'il n'acceptera pas d'être à la remorque de la Chine, de l'Inde et de la Russie sur ces questions. Ils ont déjà un retard important parce que les microprocesseurs, les nanotechnologies qui font fonctionner l'industrie aujourd'hui sont pour l'essentiel basées en Chine, en Taïwan, d'où le problème, si vous suivez bien, actuel entre la Chine qui revendique sa souveraineté sur Taïwan et les États-Unis qui refusent de céder à des accords qui ont plus de 100 ans. Parce que le problème, c'est cette question des microprocesseurs notamment. Donc c'est ça le monde de demain. Donc si vous décidez d'aller avec les Russes, rassurez-vous d'être simplement prêt à encaisser le contre-coup. Ça veut dire qu'ils vont mobiliser encore avec plus de moyens tous nos voisins pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Votre question maintenant est celle de savoir, dans ce micmac, dans ce charivari, comment est-ce que la République démocratique du Congo s'en sort? Nous allons vers le nouvel ordre mondial qui se construit autour de la Chine, de la Russie et des autres, ou est-ce que nous restons dans le giron occidental? C'est une excellente question et tout cela repose sur les conclusions qui doivent naître de ce que j'ai appelé précédemment le travail de la diplomatie secrète. La problématique congolaise doit être posée très simplement aux Américains, aux Français, aux Belges et à toute cette nébuleuse occidentale que nous savons être très impliqués dans tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays, c'est de dire,
Voilà la feuille de route du Congo pour l'exploitation de toutes ces richesses. Nous collaborons, voilà ce que nous gagnons, voilà ce que nous attendons en termes de développement. Nous y allons ou nous n'y allons pas, parce que voici l'alternative. Et lorsque vous présentez ce type de schéma, vous êtes dans la diplomatie stratégique et économique dont la République démocratique du Congo a besoin aujourd'hui. Mais sauter ces étapes sans tenir compte des conséquences et aller tout de suite sortir d'un giron vers un autre, ce serait, de mon point de vue, de l'orgueil et ce serait peut-être irréfléchi. Parce que de l'autre côté, vous êtes en programme avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, et nous savons qui sont les principaux financiers de ces structures. C'est ce que nous disons. Donc, cette question, c'est une question complexe qu'il faut aborder étape par étape, sans populisme, mais en tenant compte des véritables intérêts de la République. Donc c'est de la diplomatie. Il faut travailler sur les dossiers, quels sont nos intérêts et quels sont les intérêts des autres, et trouver le juste milieu. Le travail sur la diplomatie, Robert Hood, l'ambassadeur des Nations Unies au Conseil de sécurité, il a cité nommément le Rwanda, le régime de Kigali, comme étant un régime qui soutient les forces d'occupation jusqu'où Washington ira. Ça, ce n'est pas utile, parce que face aux évidences, on peut faire de l'hypocrisie diplomatique. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est obtenir de ses partenaires des condamnations fermes et des mécanismes pour arrêter le financement du Rwanda qui est détourné pour accompagner des rébellions dans l'est de notre pays. Tant que nous n'arriverons pas à obtenir ça de cette communauté internationale, tout ce qui peut être fait sera du folklore. C'est pour ça que le Congo ne peut pas se permettre le luxe de considérer comme extraordinaire ce type de déclaration. Ce qui nous intéresse, c'est de dire pendant qu'il dit ça, il continue d'avancer avec le soutien des pays voisins. Donc comment est-ce qu'on arrête ça? On attend une prochaine déclaration? Ces déclarations servent à quoi? Non. Outillons notre armée, travaillons notre cohésion nationale, préparons-nous comme nation à affronter cette problématique comme des hommes dignes que nous sommes, héritiers de Lumumba, de Kim Pavita, de Simon Kimbangu, comme on aime bien le répéter. Voilà ce qui peut faire gagner le Congo. Voilà ce qui doit être notre priorité. Très bien, nous restons toujours sur cette optique relative à l'Est de la RDC. Il y a Vital Kamerhe qui a préconisé un dialogue franc avec l'Ouganda, le Rwanda, mais également avec la RDC, le temps d'échanger, question d'échanger pour trouver des solutions devant aider à la République à se relever une fois pour toutes. Partagez-vous son avis ou sa démarche? Mais les cadres de concertation sont toujours les bienvenus. Mais tout cela doit être subordonné au renversement du rapport de force. C'est ce que nous avons dit précédemment. Discuter, échanger, tout cela ne peut venir qu'après. Avant tout, c'est un Congo fort, une armée forte et des rebelles neutralisés. Et ça, c'est militairement que ça se règle. Pas autrement. Parce qu'il ne faut pas aller comme des bras coupés face à des voisins condescendants qui se feront propriétaires de la stabilité de la République démocratique du Congo. La stabilité, l'intégrité territoriale, c'est un fait de souveraineté. C'est notre responsabilité en tant que nation de défendre notre territoire. Ce ne sont pas des accords. Oui, il faut discuter, je ne suis pas contre, c'est un pan du mécanisme, c'est un ingrédient, devrais-je dire. Mais l'ingrédient principal, c'est d'abord une armée forte, solide, financée, accompagnée par un peuple rassemblé et un corps social uni. Hier, Mbosso et Kabunda disaient à l'hémicycle il demandait
à leurs collègues et les nationaux de quitter les groupes armés, comme qui dirait, ils ont déjà la liste de ceux qui ils sont impliqués dans ce qui se passe dans la partie Est. Est-ce que le temps n'est-il pas au zénith d'identifier ceux qui sont impliqués dans cette affaire? Cette problématique intègre deux constats. L'absence de cohésion nationale. C'est pour ça que nous pensons que le chef de l'État doit travailler cette question, tendre la main. La deuxième problématique, c'est le caractère lacunaire des capacités de nos services de renseignement militaires et civils. D'où la nécessité de rencontrer la proposition que nous avons faite des états généraux pour avoir des informations précises, parce qu'il faut également éviter l'arbitraire et les règlements de compte. Donc il faut des informations précises, des enquêtes sécuritaires et stratégiques précises. Donc les services doivent être formés, outillés et accompagnés. Élection en 2023, avec ce qui se passe à l'Est, avec ce qui se passe à Ouakam, ça laisse à désirer. Est-ce qu'aurons-nous des élections dans les délais constitutionnels, d'après vos analyses? Nous avons échangé sur cette question il y a 2 ou 3 mois. Oui. Cher Vincent Muzungu, et le point de vue du centre reste invarié, et le temps nous donne raison. Nous avions dit à l'époque que la priorité pour le centre, c'était Bunagana. Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de Bunagana, c'est beaucoup plus vaste. C'est d'autres villes, territoires et autres qui sont menacés. Le week-end, on nous dit qu'on a bien vu, et le constat est là, que ça va de mal en pire. Alors de quoi parlons-nous? Est-ce que nous serions une élite sérieuse? On attend quoi? Que Goma tombe pour se poser les vraies questions? Serions-nous une élite sérieuse si face à un tel péril, nous n'avions pour sujet et débat que la problématique électorale? Mais alors, cette élection aura lieu où? Déjà qu'en 2018, nous avions fait sans Béni, la situation de Béni s'est empirée. Donc on intègre déjà le fait que s'il y a une élection, c'est sans Béni. Aujourd'hui, il faut ajouter l'Ituri avec les Codeco et autres qui font du désordre. Il faut ajouter Kiwanja, Rumangabo, Bunagana et Tuti Quanti. Et ça veut dire qu'à la fin, on va arriver un jour à faire une élection rien que sur Kinshasa pour diriger le reste du pays qui sera occupé. Soyons sérieux. En l'état actuel des choses, il faut donner à la CENI la possibilité de faire le travail technique, bien sûr, parce que il ne faut pas non plus oublier qu'une élection correspond à un impératif de respiration démocratique et constitutionnelle, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment du financement de la guerre, de la mobilisation générale et de la cohésion nationale. Si nous pouvons avoir la maturité qui nous permette d'aborder les deux problématiques de cette façon, alors nous aurions été à la hauteur de la situation particulière que nous travaillons. Mais ce qui est clair et certain pour nous, c'est que la priorité, c'est d'abord la reconquête des territoires perdus de la République. D'abord cela. En tant que Congolais et patriotes, on ne peut pas avoir une autre priorité à ce jour. Alors, vous avez cité la CENI. Il y a Martin Fayulu qui estime qu'il est important de revoir la récomposition de la plénière de la centrale électorale, qui ne lui aspire pas une sorte de crédit. Il a dit sur le plateau de France 24 et Radio France Internationale. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que ce qu'il faut plutôt faire, et c'est ce que nous avons proposé dans le plan de salut national, c'est reviser la loi rapidement pour intégrer les composantes qui n'y sont pas représentées sans bouleverser le boarding et l'organisation actuelle de la CENI. Nous avons un boarding que nous apprécions, nous particulièrement au sein du centre, parce que M. Denis Kadima, nous l'avons dit et nous le répétons, est un expert de dimension internationale.
il n'a pas un rival, sauf si nous ne le connaissons pas en République démocratique du Congo. C'est une référence internationale. Et pour la première fois, la République démocratique du Congo a la chance d'avoir une telle expertise congolaise à la tête de cette institution. Donc il y a des réformes techniques importantes et un arrimage en termes de standards qu'il peut apporter à cette institution que personne ne peut faire à sa place. Il faut laisser techniquement ce travail se faire avec M. Kadima et son boarding à la tête de la CENI. Si il y a des ajustements à faire, c'est une révision de la loi pour permettre à ceux des acteurs politiques qui ne sont pas représentés de pouvoir y envoyer des représentants. Il ne nous coûte rien d'ajouter un vice-président, il ne nous coûte rien d'ajouter quelques membres au sein de la plénière. Nous avons pris parfois des décisions plus difficiles et plus complexes pour sauver les meubles dans ce pays. Donc voilà la solution. La solution, ce n'est pas de remettre en cause ce qui existe déjà, parce que ça risquerait d'entraîner le pays une fois encore dans un cycle interminable de négociations. Et c'est tellement sensible cette question que même en 2017-2018, lorsqu'il s'est agi de faire les accords de la Saint-Sylvestre, les accords de l'Union africaine, nous avons fait des ajustements sur tout, sauf toucher à la Commission électorale nationale indépendante qui avait déjà M. Corneille Nangaa à l'œuvre et au travail. Parce que si vous allez sur cette voie-là, en plus de la problématique de la guerre, vous ajoutez une autre problématique qui risque de nous renvoyer à des élections dans 3-4 ans. Et s'il n'y a pas élection en 2023, selon les prescrits de la Constitution, l'opposant Martin Fayulu estime que dépassant les deadlines du 24 janvier 2023, le président Tshisekedi doit se conjuguer au passé. Nous devons aller à une transition qui sera pilotée par le président de la Chambre haute du Parlement. Votre avis est invité. Bon, moi, ce que je trouve toujours dommage avec la classe politique congolaise, c'est qu'on a une propension à faire feu de tout bois et à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Est-ce que la question de la gestion du pays en cas de glissement est une question qui peut encore se poser dans ce pays? N'avons-nous pas suffisamment argumenté, ergoté sur cette question-là? N'avons-nous pas suffisamment débattu et atterri politiquement? N'avons-nous pas même eu des réponses juridiques définitives à ces questions-là? En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette partie relative aux divers. Je rappelle que vous êtes Germain Kambinga, le président du regroupement politique Le Centre, l'ancien ministre de la République démocratique du Congo. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir, Vincent Muzogo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour l'attention soutenue. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité. À très vite.